petit mot de présentation de Dr Richard Reichmann, qui est anthropologue, psychiatre, psychanalyste, directeur d'études à l'EHESS, qui est président aussi de la revue de l'évolution psychiatrique et qui est praticien au centre Philippe Paumel, où il est spécialiste depuis plus de 30 ans donc, du génocide cambodgien et où vous avez créé une consultation spécialisée donc, dans ce centre. Vous êtes aussi membre du Centre de ressources audiovisuelles du Cambodge, le Centre Bofana, fondé par le cinéaste Riti Pan. Alors, je vais indiquer aussi votre chantier de recherche actuel, la question du djihadisme, que vous comparez donc à d'autres processus génocidaires, la lecture anthropologique des tueurs de masse et ça vient déjà. Bon, il y a beaucoup de choses. Je vais indiquer aussi quelques références bibliographiques. L'Empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime en 2007, où vous faites un historique un peu d'un certain nombre de choses, et Les Vivantes, un roman en 2013 chez Léo Cher. Un roman qui témoigne d'une construction subjective autour du génocide cambodgien. Vous indiquez que c'est pour vous une fiction pour pouvoir dire et une anthropologie de l'intime. Ethnographie de l'intime. Ethnographie de l'intime. Et troisième publication récente aussi, Victimes, traumatisme, psychiatrie humanitaire et droits de l'homme, dans la revue d'évolution psychiatrique en 2002. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment pour moi un très très grand plaisir d'être ici avec vous pour discuter autour de ces notions de trauma et d'identité. Je remercie tout particulièrement Clotilde d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Gentillesse de m'inviter parce que vous allez le voir, mon propos n'est pas exactement forcément dans la ligne de ce qui se dit aujourd'hui, puisque même si je suis psychiatre et psychanalyste, quand j'aborde cette question-là, je l'aborde plus sur un angle anthropologique, c'est-à-dire que j'essaie de me situer un tout petit peu différemment. Mais pour moi, c'est toujours une grande richesse. Alors j'espère que ça le sera pour vous. Mais en tout cas, pour moi, ça l'est déjà. Et je trouve que votre exposé était, à ce titre-là, passionnant, d'une telle finesse clinique que j'ai été littéralement subjugué. Et il faut toujours trouver un petit point de désaccord. Et j'en ai un à la fin de votre propos, bien sûr, qui me permet d'introduire le mien sur la question de ce que vous appelez ces identités factices, qui va être l'essentiel de mon propos aujourd'hui. Au fond, d'essayer de comprendre pourquoi la place de victime a conquis une telle importance sur la scène sociale ces 20-30 dernières années. Comment ça s'est fait, surtout? Et qu'est-ce que ça traduit? Et pour reprendre le mot que vous avez habilement utilisé, quelles sont les méprises qu'il y a autour de cela entre les différents interlocuteurs qui s'en occupent? Alors, c'est en cela que déjà votre titre, le titre de la journée, il est pour moi génial, parce que on pourrait dire que lier trauma et identité, c'est quand même quelque chose d'assez novateur. Enfin, c'est novateur, c'est-à-dire que il y a une quarantaine d'années, personne n'aurait eu l'idée de faire ça, comme on n'aurait jamais eu l'idée de faire, je sais que je suis dans une audience de psychanalyste, mais il y a quand même quelques psychiatres parmi vous, d'imaginer qu'il y ait un diagnostic psychiatrique qui soit l'équivalent d'une identité, et d'une identité que les gens voudraient. Alors peut-être que dans un temps à venir, les schizophrènes revendiqueront le fait des schizophrènes et voudront une identité de schizophrène, les névrosés aussi, les déprimés aussi, peut-être, mais on en est quand même un tout petit peu loin. Ça commence, mais c'est pas de la même manière, parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est lorsque les névrosés, les schizophrènes revendiquent une identité de névrosé ou de schizophrène, ils revendiquent quand même une identité, soit d'handicapé, si on suit la ligne contemporaine de la transformation de la maladie mentale en handicap, soit de malade, c'est-à-dire de personnes ayant des déficiences. Or, ce que je vais essayer de montrer, c'est que la revendication identitaire, au sens sociologique du terme, et non pas du tout au sens psychanalytique du terme, est une revendication de surnormalité. Et ça, c'est quelque chose d'assez
spécifique, c'est-à-dire que être traumatisé après un événement réputé hors du commun, pourquoi tant de gens veulent aussi cela et avoir la réparation, c'est parce que c'est considéré aujourd'hui comme la situation la plus normale. C'est un signe, si vous voulez, c'est un étendard de normalité. Celui qui n'est pas traumatisé après avoir vécu des choses épouvantables redevient suspect, comme auparavant, celui qui était traumatisé était suspect. Donc c'est déjà un élément central de cette reconfiguration, c'est que la première fois, un diagnostic psychiatrique, que ce soit la névrose traumatique ou celui des anglo-saxons, le post-traumatic stress disorder, est devenu un élément d'identification qui joue dans la scène sociale, sur la scène sociale, une possibilité de réparation. Ça existait la réparation, mais vous allez voir comment elle était pensée auparavant. Et surtout, ça a été porté par un certain nombre d'acteurs sociaux qui ne sont pas les acteurs dont on peut avoir l'habitude ordinairement dans le champ de la santé mentale. Et c'est cette brève histoire, en fait, c'est une très longue histoire, mais que je vais vous raconter très brièvement, pour essayer de vous faire saisir comment, à la réponse à la question que vous posiez sur ces identités factices, c'est la fin de mon propos, mais finalement je vais commencer par la fin, c'est pas grave parce que j'ai envie de vous répondre. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui dit « je suis victime » avec quelqu'un qui dirait « je suis boulanger, je suis médecin, je suis homosexuel, je suis féministe ». Cette accolade à un signifiant, pour reprendre un terme que vous connaissez bien, de l'espace social et qui traduit une réalité dans l'espace social, à quel titre? Pouvons-nous faire l'hypothèse qu'elle traduirait une méprise de la réalité subjective de chacun, sachant que par définition, chacun de ces énoncés traduit la même erreur subjective. Je suis boulanger n'est pas qu'être boulanger, il fait autre chose dans la vie. Et si par hasard, il imagine qu'être boulanger n'est rien d'autre qu'être boulanger, il a raison d'aller voir un psychiatre ou un psychanalyste parce qu'il y a là un problème. Cet arrimage-là, très fort, que l'on imagine avec ces identifications contemporaines, ce que vous appelez ces identifications contemporaines, a quelque chose à voir avec le fait que, pour une des toutes premières fois dans l'histoire contemporaine, des catégories agissantes de l'espace social se définissent par des catégories psychologiques, par des critères psychologiques, voire des critères psychanalytiques. Et il me semble que la surprise vient de là. Quand on était militant d'une action politique des années 70 et qu'on pouvait se définir comme marxiste-léniniste avec les mêmes réserves que celles qu'on a pu formuler aujourd'hui sur l'adhésion à ce marxiste-léninisme ou l'adhésion à la catégorie de victime, il se trouve que la définition de l'adhésion au marxiste-léninisme n'emportait pas des critères psychologiques ou psychanalytiques et n'emportait pas une certaine définition du sujet. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ces nouvelles assignations sociales empruntent un langage qui n'était pas celui des années 70, alors qui traduit la victoire, peut-être, des discours psychologiques et psychanalytiques dans l'espace social, mais plus ces discours sont victorieux, plus ils sont défaits. Plus ils sont défaits au sens où la diffusion dans l'espace social en fait quelque chose d'autre que ce qu'ils sont. Alors, comment ça s'est fait? Pourquoi ça marche si bien avec le traumatisme psychique et si peu avec d'autres catégories? Parce qu'au fond, l'histoire de cette rencontre entre le traumatisme psychique et la société, et plus particulièrement entre le traumatisme psychique et la notion de victime, est une histoire que rien ne permettait d'imaginer. Tout était fait pour finalement que cette rencontre ne se fasse absolument pas. Dans la mesure où, dès le début, dès qu'on a découvert les traumatismes psychiques, la sémiologie a été globalement très bien posée, et même aujourd'hui, avec l'état de stress post-traumatique, les différences qu'il peut y avoir au niveau sémiologique sont très faibles avec celles de la névrose traumatique de 1860 et autres. C'est la même chose. Quant à la conception psychopathologique, elle a certes évolué et elle s'est extraordinairement raffinée. Et c'est vrai que vous nous en avez donné un bel exemple d'un subtil raffinement de la pensée qu'il peut y avoir aujourd'hui sur le traumatisme psychique. Il n'en demeure pas moins que cette subtilité et cette finesse, comme un interlocuteur le rappelait, était déjà présent chez Freud. C'est-à-dire que dès ce moment-là, on a une certaine lecture de ce que pourrait être la psychopathologie du traumatisme qui ne va pas profondément changer au cours du temps. Alors qu'est-ce qui va changer? Parce qu'il y a quand même un changement majeur. Eh bien, ce qui change, c'est le sens moral qu'on attribue à cette chose qu'on appelle le traumatisme psychique. Pendant presque plus de 50 ans,
le traumatisme psychique, c'est la preuve d'une lâcheté, d'une déficience, d'une tendance à la simulation. Ce n'est absolument pas quelque chose de glorieux. Pas simplement dans la psychiatrie militaire, mais surtout peut-être avant même la psychiatrie militaire, dans la psychiatrie légale, c'est-à-dire que les premiers cas de névrose traumatique sont des gens qui ont été au travail, des ouvriers, et à qui il est arrivé un accident, et pour lequel, au-delà de la blessure physique, il y a eu une plainte éternelle de séquelles psychologiques qui a été considérée comme quelque chose de scandaleux, scandaleux au sens, voilà ces hommes qui n'ont rien, ne sont pas malades, et ils veulent une compensation financière. D'emblée, la névrose traumatique a été pensée comme une névrose de rente. On n'a pas nié la réalité du traumatisme. On n'a pas nié qu'il pouvait y avoir des gens qui présentaient quelque chose. On a juste nié qu'il s'agissait de la réponse normale à une situation anormale, telle qu'elle va devenir dans la définition du DSM-3. Jusque-lors, c'était une réaction anormale à une situation normale. Pareil qu'en temps de guerre, la situation normale, c'est de prendre des bombes, d'une certaine manière, c'est d'être exposé au feu, c'est d'être confronté à la mort. Comment se fait-il qu'il y a finalement peu, même s'il y en a beaucoup, mais peu de gens qui développent des troubles traumatiques dans une situation où il est normal de voir les uns les autres se faire tuer? La question que les psychiatres militaires vont se poser à cette époque n'est pas de savoir qu'est-ce qui traumatise ces hommes, parce que c'est évident, on a compris ce qui les traumatisait. Mais pourquoi ceux-là le sont, alors que les autres ne le sont pas? Le soupçon pèse sur la personne et sur son antériorité, et non pas sur la symptomatologie. Le traumatisme dit donc ce qu'on en a envie de dire, c'est-à-dire qu'il est l'envers du mourir pour la patrie. Il est l'envers de la glorification héroïque. Il est l'envers de la possibilité d'héroïser un corps même maltraité, les gueules cassées, les gens qui vont souffrir, perdre des membres, qui vont devenir des figures héroïques. Le traumatisme psychique ne sera jamais, dans ces époques-là et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'élément clé d'une héroïsation du combattant. Même, comme vous le rappeliez très justement, les survivants de la déportation ne vont pas être dans cette possibilité d'une héroïsation. D'abord parce que le fameux syndrome du survivant les coince littéralement. Alors je ne sais pas si vous l'avez rencontré, le syndrome du survivant. J'aimerais bien en discuter d'un point de vue clinique avec vous. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je pense que c'est une construction de l'après-coup très forte, où il y a une telle insistance à poser la question en ces termes à celui qui a survécu que d'une certaine manière, il se peut qu'il se pose la question, mais il se peut aussi que ça soit un vestige de l'ancienne traque du soupçon de qu'est-ce qui est arrivé, qui étaient ces hommes qui présentent cette chose-là. Pour aller très vite, j'ai des pauses de combien de temps? Une dizaine de minutes? Oui. Pendant la guerre de 14 et même pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes qui présentaient un traumatisme psychique ont longtemps été considérés comme des lâches et des simulateurs, y compris du point de vue de la psychanalyse. Même si la psychanalyse a joué un rôle tout à fait significatif pendant la guerre de 14 pour diminuer les traitements les plus violents, l'idée selon laquelle ceux qui présentaient un trouble traumatique n'étaient pas les mêmes que les autres était dans les mœurs. Ce qui veut dire par là, et encore une fois, il ne s'agit pas d'une critique, loin de là, encore moins de faire un anachronisme, mais bien de montrer que on ne peut penser à une époque précise qu'en fonction des représentants moraux d'une époque précise. Et qu'à cette époque-là, le traumatisme dit autre chose que ce qu'il dit aujourd'hui. Et l'histoire singulière de cette affaire du traumatisme, c'est qu'il va chaque fois pouvoir dire ce qu'on a envie qu'il dise dans l'espace social. Je ne parle pas des gens qui sont blessés, je ne parle pas des gens malades et je ne parle pas de ce que les cliniciens en disent. Je parle de ce que les faits produits dans l'espace social, du discours qui accompagne le traumatisme psychique. Le grand renversement, il se fait là encore grâce à une militance particulière aux États-Unis et une autre militance particulière en France. Aux États-Unis, les deux militances qui vont se conjuguer pour transformer la représentation morale du traumatisme, c'est les mouvements féministes et les mouvements des anciens vétérans de la guerre du Vietnam. Dans un double enjeu, pour les mouvements féministes, il s'agit de faire reconnaître qu'il y a la possibilité de trouver une séquelle psychique à la domination masculine.
la domination masculine qui empêche finalement les femmes d'exister en tant que sujet, se marquerait non seulement dans une domination que l'on pourrait dire concrète de la femme au foyer, mais plus encore dans une domination sexuelle qui aurait été abusivement cachée par tous les discours psychologiques et psychanalytiques, Freud étant le pire ennemi à ce moment-là de ces mouvements féministes, puisqu'il est considéré comme celui qui avait le premier découvert la réalité à travers la théorie de la séduction, et le premier renié sa propre théorie, puisque sous la pression de la bourgeoisie viennoise, il aurait été obligé d'inventer la seconde théorie de l'hystérie, donc celle du fantasme, pour nier la réalité des abus sexuels, et donc s'engager à fond dans cette clinique, pourrait-on dire, du soupçon à l'égard des femmes qui n'auraient jamais été abusées, mais simplement rêvé de l'être. La malhonnêteté de ce propos ne vous échappera pas. N'empêche qu'il aura un effet tout à fait singulier parce qu'il vient se caler sur les mouvements d'aide à l'enfance maltraitée qui, pour faire reconnaître la maltraitance infantile, ont besoin de preuves médicales attestant de la réalité de ce qui s'est passé pour tel ou tel enfant, et notamment les radiographies qui montraient le syndrome de l'enfant battu. Ces féministes vont vouloir que les psychiatres puissent témoigner sur la scène sociale et puissent dire si une femme dit qu'elle a été victime dans son enfance d'abus sexuels et qu'il y a une trace traumatique de cet abus, alors on a la preuve qu'elle a bien été victime de cette domination et qu'elle a bien été victime de cela. Et dès lors, si elle a été victime de cela, on pourra faire reconnaître le traumatisme comme la réaction normale à une situation profondément anormale, celle de la domination. Et dans le même mouvement, vous avez les vétérans de la guerre du Vietnam qui reviennent, qui ont aussi un certain nombre de traumatismes psychiques, qui n'est pas encore l'état de stress post-traumatique, qui s'appelle le post-Vietnam syndrome, et qui, lui, tu citais le film de Cimino, c'est un film remarquable là-dessus, parce que il est avant l'état de stress post-traumatique, et ce dont souffrent ces personnages, c'est exactement du post-Vietnam syndrome. C'est des gens qui sont complètement désocialisés, l'alcool, la mise en danger, ils n'arrivent pas à trouver de travail, ils n'arrivent pas à se resocialiser, ils sont perdus, ce sont des losers, ils ont perdu la guerre. Hein. Ce sont des losers, et qui ne peuvent pas avoir accès à une réparation au nom de ce qu'ils ont perdu, parce que, justement, la catégorie d'état de stress post-traumatique n'existant pas et ne permettant pas de faire un lien direct entre la chose vécue pendant la guerre et la symptomatologie, n'ouvre pas droit à réparation. Je vous passe les détails des militances qui vont se mettre en place, juste pour vous faire sourire, et parce que vous avez dû entendre parler du DSM-3, c'est le grand moment de la victoire du DSM-3, puisque les acteurs, les fondateurs du DSM-3 vont construire la catégorie de l'état de stress post-traumatique pour répondre à la fois au mouvement féministe et à la fois aux vétérans, en changeant simplement la formule, la définition, de la névrose de guerre. La névrose de guerre était donc cette réaction à une situation de guerre. Il donne comme définition l'état de stress post-traumatique et la réponse normale à une situation anormale. Ce tout petit changement dans la définition, alors que la sémiologie ne change absolument pas, renverse complètement la donne et permet de faire passer le traumatisme psychique comme un élément central d'une revendication légitime. Alors ça, c'est le point important, parce que jusque-lors, le traumatisme suggérait la revendication, puisqu'il posait précisément qu'il y avait une névrose de rente et que les gens revendiquaient et voulaient avoir quelque chose. Dans un formidable ouvrage d'Abraham Gardiner, qui fut un élève de Freud, qui fut un anthropologue et psychiatre spécialiste des névroses de guerre, il avait fait tout un texte pour justement blâmer ceux qui, à ce point, dénonçaient les névrosés de guerre en les traitant de lâches, en les traitant de tous les noms. Mais à la fin de son chapitre, quand il parle du traitement, il dit: pour la compensation, il faudra leur en donner très peu. Parce que si vous donnez trop d'argent, alors vous allez les enfermer dans cette condition pathologique dont ils ne sortiront jamais, et vous allez transformer la névrose de guerre en une névrose de rente. Le soupçon est encore là. À partir de la guerre du Vietnam, ce soupçon va se transformer, et tout à coup, la figure du combattant qui a sacrifié tout à son pays n'est pas celui qui a perdu un bras,
n'est pas celui qui a perdu 2 jambes ou autre, et celui qui a sacrifié son psychisme. Et ça, vous voyez cette évolution remarquablement bien dans le cinéma américain, avec des films comme Rambo, qui est la figure classique, la première figure de l'état de stress post-traumatique, de l'homme qui a tout donné à son pays, qui est la figure héroïque par excellence parce qu'il a été jusqu'aux confins du psychisme. Auparavant, montrer des hommes détruits par la guerre, c'était montrer des lâches. À partir de la guerre du Vietnam et de la défaite américaine, il devient possible de montrer des gens détruits par la guerre comme des formes qui vont incarner jusqu'où le sacrifice peut aller. Alors c'est vraiment important de voir ce renversement qui donne une nouvelle légitimité à la condition de victime, mais une légitimité toute particulière, point de détail quand même, dans cette grande querelle qu'il y a eu pour savoir si les vétérans de la guerre du Vietnam devaient ou non être considérés comme des victimes de guerre. Il s'est bien sûr agi d'inclure dans le même groupe des victimes d'atrocités et des auteurs d'atrocités. Avec cet argument que pouvaient avoir la plupart des psychiatres qui travaillaient dans la task force qui était en train de rénover l'état de stress post-traumatique, de dire quand vous donnez un coup de pied ou que vous recevez un coup de pied, si la jambe est cassée, la jambe est cassée. Et le médecin n'a pas à se préoccuper de savoir si c'est vous qui avez donné le coup de pied ou si c'est vous qui l'avez reçu. Eh bien, avec l'état de stress post-traumatique, c'est la même chose. Si c'est vous qui avez torturé, si c'est vous qui avez violé, si c'est vous qui avez décapité et que vous en êtes mal après, ce n'est pas une question médicale que de savoir si vous êtes ou non une bonne victime, pas une bonne victime. Donc vous aurez droit aux mêmes soins, au même dispositif et à la même reconnaissance de victimes de guerre. En France, pour aller très très vite et arriver à ma conclusion, en France, le cheminement n'est pas exactement le même. Il faut attendre plusieurs années, puisque ça se passe aux alentours des années 70-75 aux États-Unis. En France, il faut attendre les années 90 pour que ça commence à frémir, et surtout 95 et les attentats du RER. Alors, Didier Créminter, je ne sais pas s'il est dans la salle, lui sera là tout à l'heure, je crois, a beaucoup œuvré là-dedans, et dans l'enquête qu'on avait menée, j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec lui et de voir le travail qu'il menait. Dans la suite des attentats de 95, il y a eu une prise de conscience politique qu'il fallait non seulement prendre en charge les blessés physiques, mais aussi prendre en charge les blessés psychiques. Alors, il y avait une réalité sanitaire, pourrait-on dire, à ce moment-là, puisque tous les constats montraient que lorsqu'il y avait un accident avec de nombreux blessés, il y avait beaucoup d'impliqués qui n'avaient rien et qui, comment on dit, faisaient le bordel, quoi. Voilà. C'était très compliqué à gérer comme population. Vous aviez une dizaine de blessés dans le métro et vous aviez 250 personnes qui hurlaient et qui n'avaient pas de statut. La question se posait de comment prendre en charge ces gens qui n'ont pas de blessures physiques, qui sont complètement paniqués, qui jusque-lors, et j'ai utilisé à dessein cette formule un peu lapidaire, étaient considérés comme des gens qui n'avaient rien. N'avoir rien, c'est ne pas être dans l'événement, c'est de n'avoir rien vécu. La création des cellules de l'urgence médico-psychologique a permis de donner un statut à ces individus qui, n'étant pas blessés, avaient quand même participé d'un événement et étaient reconnus dans l'événement qu'ils avaient vécu. Ils pouvaient être pris en charge, ils pouvaient être soignés, il y avait une réalité, et Didier Créminter vous l'exposera remarquablement bien cet après-midi, il y a une réalité clinique qui jusque-lors était complètement niée, mais ce n'est pas parce qu'il y avait cette réalité clinique que c'était nié parce que ce n'était pas une question politique. Ça devient, à partir de 1995, une question politique centrale pour justement contrer les mouvements qui sont en train d'essayer de faire émerger une demande de reconnaissance des victimes et où l'État, prenant conscience de l'influence de ces groupes, va vouloir accompagner ces mouvements et faire que la blessure psychique, la blessure de l'événement, va devenir une modalité de l'action publique. Et alors ça, c'est un élément qui est tout à fait important à saisir, parce que quand on a fait l'enquête sur les cellules de l'urgence médico-psychologique, il y a une dizaine d'années maintenant, eh bien on s'est rendu compte que tout le monde, 6 ans après l'ouverture des cellules médico-psychologiques, se moquait des cellules psychologiques. Alors on disait, allez, encore les psys de l'urgence qui arrivent, il y a eu un cochon dans une école, il y a eu un truc, un machin, enfin ils sortent pour rien. Même à la télévision, on les moquait, alors qu'au début, on ne les moquait pas.
Et puis on s'est rendu compte, en allant plus loin, parce qu'il faut toujours aller plus loin dans l'analyse de ces discours, que certes on les moquait, mais on ne moquait pas la réalité du traumatisme. On moquait la réalité de la compétence de ces cellules. Au fond, tout le monde était devenu compétent pour écouter le traumatisme. Tout le monde était devenu compétent pour entendre cela et apporter une compassion généralisée de l'État aux policiers, aux professeurs des écoles. Et alors, certes, avec l'aide d'un psychologue de temps en temps, plus ou moins bien formé, parfois pas formé du tout, peu importe. L'essentiel, c'était qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas... Alors, le spécialiste était important. Le spécialiste était essentiellement important pour qualifier l'événement. Rappelez-vous ce que j'ai dit, la nouvelle définition du traumatisme est un événement hors du commun qui entraîne une réponse normale. Qu'est-ce qu'un événement hors du commun? Eh bien, dans l'espace social, il est impossible de savoir ce qu'est un événement hors du commun si vous n'avez pas des entités instituées qui sont capables de le qualifier comme étant hors du commun, qui sont capables de lui donner ce statut de hors du commun. Eh bien, c'est ce que font aujourd'hui les cliniciens lorsqu'ils peuvent intervenir sur la scène sociale, même si on les décrit, même si on dit que finalement leur intervention ne sert à rien, la simple sortie permet de qualifier l'événement, puisque lorsque les CUMP ne se déplacent pas, vous avez les usagers qui vont dire « alors il ne nous est rien arrivé à nous ? Il ne nous est rien arrivé, l'événement n'a pas eu lieu ?» Donc ce glissement qui s'est opéré en presque un siècle du sens du traumatisme sur l'individu au sens du traumatisme sur l'événement est devenu une politique contemporaine extrêmement puissante. On l'a vu autour du 11 septembre, on l'a vu bien sûr autour du Bataclan, on le voit encore aujourd'hui avec les liens qu'il peut y avoir entre traumatisme et commémoration, sans qu'on dispose le plus souvent de données épidémiologiques très fiables. Par exemple, pour le 13 novembre, est en train de se mettre en place la première grande enquête qui va permettre d'avoir une étude longitudinale, ce dont on ne disposait pas pour la plupart des autres événements de ce genre-là. Donc finalement, et je vais conclure là, puisque je vois que le temps avance, on se retrouve dans une situation fort originale aujourd'hui, dans la mesure où vous avez la possibilité de faire reconnaître un statut et un préjudice qui regarde l'ensemble de la société dans le mouvement qui a été aux États-Unis de l'Affirmative Action, aujourd'hui dans le mouvement de défense des droits des homosexuels, des droits féministes, les droits des victimes sont du même acabit. C'est exactement la même chose qui se met en place. Qu'est-ce que ça a à voir avec la clinique? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ce n'est plus une question clinique dans l'espace social. Alors vous allez peut-être penser que c'est malheureux, moi je pense que c'est une bonne chose. Parce que plus le travail des cliniciens est discret dans l'espace social, plus il est opérant. Moins il est discret, plus il devient public, plus il devient nécessairement ce qu'on attend qu'il soit, à savoir un discours politique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre exposé. On va laisser place aux questions. Bien. Oui, j'ai une question. Vous avez déjà en partie répondu, je pense, mais je voulais éventuellement qu'on poursuive. Donc, votre enquête sur la condition de victime a commencé donc aux États-Unis et s'est poursuivie en Angleterre. Vous avez fait allusion ici au mouvement féministe et à la guerre du Vietnam. J'ai dit Angleterre, donc je vais dire France. Bon. Donc, les deux pays auxquels vous destiniez d'ailleurs au départ la publication de votre ouvrage. Alors, c'est une notion, cette notion de victime qui a cheminé différemment, et vous le montrez bien en effet dans votre livre, aux États-Unis et ici. Mais vous montrez aussi, et vous avez un peu conclu là-dessus, qu'on se trouve aujourd'hui dans une sorte de, que ce soit aux États-Unis ou ici, dans une sorte de au-delà de la clinique, une sorte de nouvelle condition humaine du tous traumatisé. Où ce qui domine, et vous y avez insisté aujourd'hui, vous avez insisté là-dessus, c'est la dimension tragique de l'événement. Alors, on ne distingue plus le traumatique du traumatogène, ce qui revient d'ailleurs effectivement à
effacer la question de la diversité de la réponse du sujet à l'événement en question. Alors, on saisit donc bien comment le traumatisme unifie d'abord, c'est la première chose que vous mettez en avant dans ce Tous victimes, et comment le traumatisme aussi devient un enjeu social et politique. Alors du coup, je me suis posé la question de ce que deviennent ces êtres d'exception que sont le héros et le monstre dans l'empire du traumatisme. Alors vous avez un petit peu commencé à répondre à la question, vous avez cité le film Rambo, décidément on a parlé de Cimino tout à l'heure, vous avez commencé à répondre en parlant du héros comme celui qui sacrifie son psychisme. Je voulais savoir si vous pouviez peut-être un peu poursuivre là-dessus, et sur la question du monstre aussi, puisqu'il y a quelque chose, bon, vous n'en avez pas parlé ici, mais vous en parlez dans votre ouvrage, le massacre de My Lai en mars 1968 au Vietnam, qui a donc posé en effet la question des atrocités commises par les GI au Vietnam. Tout à fait, la question du monstre n'a pas disparu, les frontières se sont éloignées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui sont capables de commettre des attentats vont être rangées du côté de la figure du monstre, tandis que d'autres qui sont susceptibles de mener des combats vont être, et éventuellement de torturer, vont être rangées dans la catégorie des potentiels traumatisés. Je ne suis pas en train de faire l'éloge du traumatisme, djihadisme, loin de là, puisque travaillant dessus, j'ai pas vraiment beaucoup de sympathie pour eux. Mais la question que se pose, c'est de la façon dont nous construisons nos frontières. Les monstres sont de moins en moins présents dans notre univers et de plus en plus présents à l'extérieur. Ils sont sortis de notre univers, mais ils sont toujours pensés ainsi. Il est vrai que la catégorie du traumatisme est une qui a été la plus pertinente ces dernières années pour faire la différence entre le monstre et le non-monstre. Je n'ai pas le temps de prendre l'exemple ici, mais juste une brève anecdote. Il y a eu un débat en 2003 aux États-Unis sur la prescription d'une molécule qui était censée éviter l'état de stress post-traumatique. Et le grand débat a été au conseiller éthique de George Bush, qui a été de dire on ne peut pas l'utiliser parce que si jamais on l'utilise et que les gens ne sont pas traumatisés, alors le lendemain ils repartiront à la guerre et ils tueront sans la moindre hésitation parce que celui qui ne serait pas traumatisé aujourd'hui deviendrait un monstre. Cette figure-là, qui a évidemment pas grand-chose à voir avec la littérature scientifique, ni neurocognitive, ni psychanalytique, ni quoi que ce soit, est une construction contemporaine où vient se lier à la notion de traumatisme la question de la normalité. Donc oui, les figures du monstre existent. Comme les figures de l'héroïsme, sacrifier son psychisme est une figure contemporaine de l'héroïsme incontestablement. Poser la question en partie parce que à propos de ce massacre au Vietnam, on connaît les noms de ceux qui ont perpétré le massacre, qui se sont tous dit traumatisés ensuite, et vous dites bien en effet, donc c'est un gage d'humanité là, le traumatisme. Dire qu'on est traumatisé, en effet, permet de réintégrer ces GI fautifs monstrueux dans l'humanité, enfin dans la communauté des humains. Communauté des humains, voilà. Mais en revanche, vous parlez d'une personne qui s'est opposé. Voilà. Et lui, en revanche, donc on s'attendrait à ce qu'on dise de lui qu'il est un héros. Or, il est difficile à retrouver, cet homme-là. Il semble presque ne pas avoir de nom. Enfin, c'est pas quelqu'un dont on parle. C'est un traître. Voilà. C'est un traître. Il était désadapté au groupe. Voilà. Il était désadapté au groupe et il n'a pas participé au massacre parce qu'il était déjà dans une condition psychologique précaire qui faisait que, selon les experts de l'époque, mais encore une fois, il faut le resituer dans un enjeu politique. Celui qui plaide ça, c'est Robert Lifton, qui est un psychiatre américain très impliqué. C'est quelqu'un qui a travaillé au Japon, qui a été un des premiers à publier sur les conséquences de Hiroshima et qui est très engagé dans le Vietnam Veterans Against the War. Donc ce qu'il veut faire, c'est faire arrêter la guerre. Il veut montrer ce que la guerre produit sur les hommes. Elle dit regardez ce que la guerre fait à nos hommes. Elle les détruit psychiquement. Alors du coup, ça éjecte un peu la figure de celui qui s'est opposé. Exactement. Forcément. Hein, voilà. Je vais demander au public s'il y a des questions. Oui, Fabien Fanoix. Oui, merci beaucoup de votre exposé qui situe, je crois, la dimension que la victime a pris ces dernières années comme identité finalement, comme revendication identitaire. On parle de course à la victimisation dans différentes communautés, là où, pour reprendre la fin de l'exposé de Guy Briol, Primo Levi entre autres,
ont pu témoigner de la difficulté, et vous aussi tout à l'heure, enfin de la difficulté pendant des années à parler effectivement du trauma qui a été la déportation pour eux. Je voulais simplement introduire dans cette discussion la limite de l'abord du traumatisme par rapport au trauma. Parce que pour moi, il y a un problème dans la dimension du traumatisme, c'est qu'il s'agit quand même d'une réduction de ce que les traumas comportent dans la dimension subjective à l'événement traumatique et à une certaine, parfois, récupération politique, finalement, de l'événement traumatique. Alors que, justement, la question subjective ouvre, et je crois que l'exposé de Guy Briol l'a montré de manière très intéressante tout à l'heure, ouvre à des questions qui ne sont pas forcément impliquées dans l'événement traumatique lui-même. Donc, quelque part, l'événement traumatique, la réduction du trauma au traumatisme implique d'une certaine manière une standardisation, finalement, de ces faits, comme vous avez dit, normaux dans une réaction anormale, dans un événement anormal, qui standardise d'une certaine manière ce qui comporte ou ce qui est véhiculé dans les traumas. Donc je voulais peut-être vous proposer un peu ce point de vue un peu contradictoire pour que vous puissiez un peu nous parler de ça. Ah mais c'est pas contradictoire, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que ce sont des notions totalement différentes. Et ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est comme l'espace social est imprégné de notions psychologiques, psychanalytiques, on croit qu'on parle de la même chose, mais c'est pas du tout pareil. Le traumatisme ou le trauma tel que le pensent les psychanalystes n'a rien à voir avec le trauma et le traumatisme de la condition de victime. C'est quelque chose qui est sans lien. Ça devrait être une bonne nouvelle pour les cliniciens, parce que ça permet de continuer à faire le travail comme on le fait avec n'importe quel sujet, à la condition, et c'est parfois le plus difficile, mais ça recoupe d'autres sujets, que les psychanalystes aussi arrivent à se désaliéner des identifications sociales et commencent à penser que lorsqu'on parle de quelque chose qui porte le même nom que ce qu'ils disent, on ne parle pas de la même chose et qu'ils n'ont pas besoin d'aller revendiquer sur la scène sociale le fait que ce dont on parle n'est pas ce dont ils parlent. Parce que là, je pense que c'est là où il y a une concurrence, et cette concurrence dessert la cause psychanalytique, dessert les patients, et ne fait que renforcer ce primat du trauma tel qu'il devient une ressource politique, et encore une fois, pas si clean que ça. Je vous ai fait un exposé rapide, mais si on veut par exemple appliquer la question du traumatisme psychique aux demandeurs d'asile, on s'est rendu compte que c'était le critère le plus exceptionnel qu'il y avait pour permettre un traitement profondément injuste de l'asile. Là où 80% des demandeurs d'asile au début des années 90 pouvaient être accueillis en France en prouvant qu'ils venaient d'un pays qui pratiquait la torture, aujourd'hui il faut quasiment une attestation de traumatisme, c'est-à-dire même pas 10% des gens peuvent la prouver, qui montre que ce sont des vrais persécutés, comme s'il y avait un lien entre la persécution et le traumatisme psychique. Ça devient un critère restrictif extraordinaire qui apparaît juste parce que soi-disant scientifique. Mais moi, j'ai rencontré plein de gens qui avaient subi la torture et qui n'avaient pas de traumatisme psychique au sens de l'état de stress post-traumatique dont je peux certainement attester qu'ils ont bien été torturés. Mais ce n'est pas l'enjeu de la clinique qui est là, c'est bien un enjeu politique. Merci beaucoup. Pardon. Marielle. Moi, ce n'est pas vraiment une question sur votre exposé, c'est aussi une question sur votre travail. Vous avez... il a été dit par Fabienne que vous travaillez avec Ritipan. Moi, je suis une grande admiratrice de ce monsieur et de sa trilogie en particulier, que je trouve absolument exceptionnelle et qui est justement, qui n'utilise pas le terme de victime ni le terme de bourreau, qui est donc véritablement une clinique de ce qu'il s'est passé et des traces laissées, d'autant plus intéressante qu'il y a une œuvre de fiction qui vient compléter, si je peux dire, les deux volets des documentaires. Donc comme j'ai entendu que vous travaillez avec lui, j'aurais été très satisfaite si vous pouviez nous en dire un mot de ce travail que vous faites avec ce cinéaste qui est un grand clinicien par ailleurs et dont la position éthique transparaît
dans ces documentaires. Donc c'est juste... Juste en un mot, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec Ritipan, qu'on a eu de nombreux projets ensemble, que j'ai beaucoup travaillé avec lui sur Dutch, notamment sur le montage de Dutch, et la sortie, je peux en parler parce qu'il l'a écrit lui-même, l'emprise que le bourreau pouvait avoir sur lui. Vous imaginez 360 heures filmées en face à face avec ce type qui était comme un type profondément abject et qui cherchait véritablement à... Très très fou surtout. Comment ? Il est très très fou. Je suis pas sûr, voyez-vous. Je suis pas sûr qu'il soit fou. Bon, enfin, c'est notre distinction. Moi, j'aime beaucoup les fous et ceux-là, je les aime pas. Donc vraiment, pour moi, c'est franchement, je peux pas dire que qu'on aime. Il y en a qu'on aime moins. Il y en a qu'on aime moins, mais Dutch est un homme d'une redoutable intelligence. C'est un tueur, un vrai tueur. Et quand il tient Ritipan entre les yeux, on sent qu'il a envie de le tuer. Et ça a été pendant les mois de montage un calvaire total pour Riti. C'est pour ça que j'étais à ses côtés pour essayer de faire en sorte que ce film ne soit pas, d'une certaine manière, la volonté de cet homme, c'est-à-dire de détruire Ritipan. Alors après, Ritipan continue une œuvre fictionnelle où, bien sûr, il est pris avec ces questions de victimes et de bourreaux, mais très différemment de ce que la Vulgate habituelle fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas autour d'une glorification de la victime ou une monstrualisation du... On n'est pas dans l'idéologie. Alors, on est dans une description, moi, c'est le travail que je fais sur le plan littéraire, enfin d'écriture, de ce que j'appelle l'ethnographie de l'intime. C'est-à-dire, en travaillant avec les bourreaux, j'essaie de montrer non pas ce que les bourreaux pensent de ce qu'ils font, de tuer, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils tuent. C'est pas la même chose que ce dont vous nous parliez, entre un combattant qui tue de temps en temps et un tueur de masse qui a devant lui une centaine de personnes qu'il va devoir exécuter dans la journée et que c'est fatigant et qu'il en a mal aux doigts et qu'il a mal à la tête et que ça le fatigue, il y a du bruit. C'est ça qu'il faut restaurer de ces récits-là pour comprendre qu'on n'est pas dans le même cas de figure que dans le crime ou la mise à mort classique. Riti l'a fait remarquablement bien avec S21. Il l'a fait avec Dutch, même si Dutch n'est pas un tueur au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est pas lui qui tient les manettes, encore que c'est pas sûr. Et voilà, on travaille ensemble sur ces thématiques-là. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.